Une rencontre à la librairie Ombre Blanche réunissait mardi 16 mai 2023 Nathalie Bruyère, designer et fondatrice de l'agence d'architecture et de design Dufaux et Associés et d'Ultraordinaire, Victor Petit, enseignant-chercheur à l'Université de technologie de Troyes, ainsi que Diane Boivin et Sylvia Dor, co-directrices de Stéréo Bureau, studio de direction artistique et de graphisme. Ils y présentaient Global Tools, ouvrage paru chez Istat par Nathalie Bruyère, sur ce mouvement des architectes radicaux italiens dans les années 70, contre-école de design valorisant les techniques pauvres et l'artisanat et questionnant la société consumériste post-68. Bonsoir, bienvenue à toutes et à tous. Nous allons commencer pas trop en retard, un petit peu. Donc les éditions de l'ISDAT, Institut supérieur des arts et du design de Toulouse, sont très heureuses de vous accueillir ce soir pour le lancement de la publication Global Tools, éditée sous la direction scientifique de Nathalie Bruyère, graphiste et enseignante à l'ISDAT. Graphiste, ça y est, j'ai fait mon lapsus, tu vois, c'est tout à l'heure. Designer, enseignante à l'ISDAT. Également Victor Petit, qui est philosophe et enseignant à l'Université de Troyes. Et Diane Boivin, qui est graphiste, qui fait partie du duo de Stéréo Bureau, qui enseigne d'ailleurs également à Nantes et à Paris. Voilà. Je vais donc laisser la parole à Nathalie et puis nous allons, chacun va parler un certain temps et bien sûr à la fin il y aura un temps pour les questions. Voilà, je vous remercie, bonne soirée. Bonjour, donc ici, il y a beaucoup de personnes qui me connaissent déjà, mais je vais quand même faire une présentation. Je m'appelle donc Nathalie Bruyère, je suis designer. Je suis fondatrice d'une agence qui s'appelle Dufaux et Associés. C'est important pour la suite de ce livre, je vais vous expliquer après. J'ai passé un an à faire une école qui s'appelle la Domus Academy, qui est une école historique, puisqu'elle fait partie des grandes écoles de design. C'était pas une école en soi, puisque c'était une association. L'objectif de cette école était d'étudier la radicalité en design et en architecture. Il est important ici de comprendre que ce sont des architectes qui étaient les enseignants de cette école et qui utilisaient ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui des outils ou des manières de voir à travers le design. C'est un point essentiel parce qu'une de leurs réformes était celle de l'architecture. Avant l'ouvrage, il ne s'agissait pas vraiment de faire un ouvrage tout au début, il s'agissait d'un cours que j'ai donné pendant quelques années à l'ISDAT. Car je me rendais compte que la jeune génération que j'avais face à moi ne connaissait pas la radicalité autre que par l'architecture radicale, les papiers, les grands manifestes, et qui ne comprenait pas les liens qu'il y avait avec la société, la manière de fonctionner et les outils de projection. C'est-à-dire qu'ils ne connaissaient pas la culture du projet, qui est un élément central de la culture du design en Italie. Autre point qui était important, c'est que c'était le début des questionnements sur la recherche dans les écoles d'art et de design. Donc nous sommes dans une école, l'ISDAT, qui fait partie du réseau du ministère de la Culture, où l'atelier est dit central. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? On expérimente quoi ? Expérimenter comme à l'époque du Bauhaus. On expérimente pour quel objectif ? On expérimente pour faire quoi et pour produire quoi ? Quoi imaginer comme interaction avec la société ? Ça, c'était donc les grandes questions de départ qui étaient débattues dans le cours. Alors, tout à l'heure, je l'ai dit, dans le design italien, la culture du projet est centrale. Et un des... Un des, des points de discussion, le premier point de discussion, c'est de remettre en question la culture du projet moderne. Alors ici, il y a un schéma qui est en amont du livre, qui est donc tout ce qui est la base de leur réflexion
C'est-à-dire, il s'ancre dans la critique du CIAM2, qui est le premier regroupement, le premier fondement de l'architecture moderne, où ils font l'existence minimum. C'est-à-dire qu'ils accolent le projet à la culture de la croissance, enfin l'économie de la croissance. Donc sur cette partie, on voit tout l'écosystème entre les écoles, l'usine, les salaires et la production, qui vont permettre après aux architectes modernes de réfléchir en tant qu'hommes blancs vers le bas à une typologie d'espace et d'architecture qui correspondent au salaire et au revenu minimum des personnes. Ces espaces étant minimum, il est donc mis en place des usines qui vont permettre de refaire du mobilier pour les agencements de l'espace. Donc les radicaux, c'est leur premier point de critique, c'est la méthodologie de l'architecture. Ce qu'ils critiquent, c'est plusieurs rapports. La bonne image. Pas grave. C'est plusieurs rapports, c'est-à-dire que le design ne peut pas être le système pour la croissance, l'architecture ne peut pas être là pour créer des typologies fixes, et l'urbanisme n'est pas là pour contrôler l'espace urbain. L'autre chose, donc c'est pour ça que tout à l'heure je parlais du fait que je sois aussi en activité dans une agence d'architecture et de design, c'est que dans ma formation, il était toujours question de l'architecture comme morte. C'est-à-dire que pour les radicaux, il y a 3 hypothèses dans les années 70 qui reflètent exactement l'état actuel de l'espace construit. La première hypothèse est que la construction d'une ville sans fin et sans architecture, qui coïncide avec l'espace fluide du marché et du réseau d'information. On pourrait dire notre espace périurbain. La deuxième est l'effet inverse, une ville qui affirme la suprématie du monument dans le paysage, c'est-à-dire l'effet Bilbao. Et la troisième comprend des objets sans ville, c'est-à-dire la discothèque, la projection, c'est-à-dire l'événement et l'éphémère. Ce sont les 3 fondements sur lesquels les radicaux s'opposaient pour refaire et refondre le lien entre architecture et design. Et c'est à partir de là donc, qu'on m'a demandé de commencer à réfléchir, puisque dans l'option, nous avons un travail avec l'architecture d'intérieur à la base. On m'a demandé de refonder, de faire cet ouvrage. Comment est construit cet ouvrage ? Il est construit sur des entretiens. Alors, les entretiens ont été faits par Louisa Castiglione, qui était donc une attachée de presse à l'agence et aussi l'attachée de presse du groupe Arduino, donc comment ça s'appelle Merci. Une petite open hardware qui a été inventée donc dans le centre de recherche Olivetti. Olivetti étant le fondateur du mouvement communautaire en Italie et aussi le deuxième propriétaire de la Domus Academy que j'ai fait tout à l'heure, enfin que j'ai cité tout à l'heure. Louisa a fait donc des entretiens qui sont tous les mêmes auprès de personnes que nous avions identifiées autour de Global Tools, qui est en fait le moment où tous les radicaux se regroupent. Et après, c'est la mort de la radicalité en tant que telle. Donc, Andrea Branzi, Ugo Lapietra, Giannini Petena, Gaetano Pesce, Alessandro Mendini. Et puis, après, vient un texte de Franco Raggi et Paolo De Ganello, à qui je demande, j'interroge sur 2 sièges, 2 rapports spécifiques pour éclairer des points qui nous semblaient importants. Les questions sont toutes les mêmes, de manière à pouvoir faire des comparatifs. Le grand mot actuel qui serait à la mode, ça serait des enquêtes. Comment s'est déroulé le travail d'un point de vue méthodologique au sein de Global Tools ?
La fragmentation, qui était donc les méthodologies de l'époque, des thèmes et la manière dont ils ont été développés par les différentes sensibilités, n'ont-elles pas été un obstacle au développement du mouvement? Quelles étaient les différences entre vous? Nos hypothèses de travail de l'époque ont-elles structuré l'avenir? Pouvez-vous préciser les étapes de votre parcours, conséquences ou totalement discordantes avec l'expérience de Global Tools? À quel moment Global Tools a pu s'essouffler ou du moins ne pas générer un imaginaire social et politique nécessaire à sa permanence? À partir de là, je rédige un début de texte, enfin un texte assez long, que je rencontre Victor. Et là, Victor, la recherche en design n'est pas là pour rendre intelligible le monde à travers la science, elle est là pour rendre compte et modifier l'habitabilité de notre monde. Elle est au milieu de la connaissance du connu, ayant pour but de réunir les objets dessins sans E, et les objets dessins avec un E. Donc c'est une phrase de Victor que je viens de lire, et c'est à partir de là que Victor rentre en discussion avec moi et qu'on finit l'ouvrage. Entre-temps, à la fin de cette partie, je demande à Catherine Gell de travailler sur un texte introductif pour faire le lien avec tout ce qui est la production, parce qu'on a, avec Victor, essentiellement travaillé sur la présentation des bulletins. Et il reste toujours en tête dans la plupart des personnes avec qui je discute sur la partie radicale qu'ils n'ont rien fait, autre que de faire des slogans. Donc la partie de Catherine est là pour expliquer, mettre en lumière le lien qu'il y avait déjà entre les entreprises, les associations et le maillage avec les ouvriers à cette époque en Italie. Je vais laisser donc maintenant la parole à Victor et puis après à Diana. Voilà. Ça, oui, ça vous va? Bonjour à toutes et tous. Je suis ravi d'être dans une des plus belles librairies de France. Et merci de votre invitation. Et puis merci à Nathalie et à Lisdat de m'avoir permis de me plonger donc dans Global Tools. Alors, comme vous le voyez, c'est avant tout un livre qui a pour but de vous présenter des archives inédites en français. Puisqu'on présente les bulletins in extenso, ça c'est une première pour une édition française, et qui plus est, on les traduit. Et sont beaucoup traduits aussi des textes, des articles de l'époque de revues associées comme Casabella. Et comme Nathalie le rappelait, il y a aussi des textes dedans, mais tout ça sera précisé parce qu'il y a des chartes graphiques, qui sont issus des entretiens avec les acteurs de Global Tools, mais qu'on a interviewés aujourd'hui, donc 50 ans après quasiment. Voilà pour l'idée. Donc c'est vraiment le but de ce texte qui commence ici. Donc j'ai commenté le sommaire juste, qui commence là, éco-design des projets low-tech, qui se termine ici, et de présenter les bulletins et cette non-école de non-design. Alors pourquoi lire Global Tools aujourd'hui? Pour tout un tas de raisons. Avant de commenter, je vais tenter. Bon, c'est les meilleurs des radicaux italiens qui tentent de conjuguer radicalité artistique et radicalité politique. Je dis tentent parce qu'ils n'ont pas réussi. C'est l'histoire d'un échec, Global Tools. Et de ce point de vue-là, cet échec, il faut le méditer parce que c'est encore le nôtre. Ça, c'est le premier, le passé qui ne passe pas. Un premier rang d'acta pour comprendre Global Tools, c'est comprendre ça comme l'histoire de la gauche, de la radicalité et l'histoire de son échec, c'est-à-dire l'incapacité à faire groupe. Le groupe échoue et chacun va faire une carrière individuelle dans son coin ensuite. Et c'est le moment où la radicalité n'arrive pas à faire collectif. Et de ce point de vue-là, on n'a pas beaucoup nécessairement avancé. Donc c'est un passé qui ne passe pas et qui, de ce point de vue-là, est très riche d'enseignements. C'est quoi cette époque 73-75, pour ceux qui sont un peu familiers avec l'histoire de la pensée écologique. Alors malheureusement, on était peut-être plus proche de la radicalité écologique en 73 qu'on ne l'est en 2020, notamment parce qu'on venait de dire on est en pleine crise du pétrole, donc la crise des ressources, ils ne font pas que la fantasmer, ils la vivent.
Et par ailleurs, on est quand même dans un univers qui est celui de 68, où les sources dans les écoles d'art sont essentiellement celles d'Illich et des situationnistes, dont on conviendra qui avaient une certaine philosophie radicale. Donc à ce moment-là, c'est le moment, en gros, la fin du marxisme en Italie, c'est le début de l'opéraïsme, c'est le moment où on comprend que les pratiques de sabotage, par exemple, qui étaient absolument pas tolérées par le PCI, Parti communiste, deviennent possibles. Donc c'est le passage du marxisme à l'opéraïsme, mais plus fondamentalement, c'est le passage du marxisme à l'écologisme. Et en ce sens, ça dit quelque chose de la naissance de notre époque. Pour le dire en slogan, on passe d'une lutte des classes, on passe de la lutte au mouvement, et on passe d'une lutte extérieure à une lutte intérieure. Les principaux ennemis des radicaux, c'est eux-mêmes. Et de ce point de vue-là, on n'a pas beaucoup changé du point de vue de la radicalité esthétique. Votre pire ennemi. Enfin, la lutte des classes est devenue intérieure, si vous voulez. Donc ça, c'est un passé qui ne passe pas, et c'est pour vous dire que à travers ce projet, qui est à la fois un projet de design, enfin, qui est un projet d'éco-design, mais qui est un projet de politique du design et de recherche en design, voilà, on voit toutes les prémices, j'aime pas le côté précurseur, mais toutes les prémices de notre époque. Et c'est pour ça que je l'ai appelé éco-design, parce que c'est clairement la naissance de l'éco-design, c'est-à-dire la rencontre du design et de l'environnement ou de l'écologie. Mandini, qui est la tête pensante peut-être, en tout cas une des figures essentielles de Global Tous, parle de pré-écologie. Je crois que on pourrait le supprimer. Il est question d'écologie, même s'il n'y a pas encore toutes les sciences environnementales, toute l'anthropocène et tout ce qu'on connaît bien aujourd'hui. Et une écologie que je qualifierais volontiers radicale, parce qu'elle introduit l'idée de déprojet. Et l'idée des projets est clairement radicale. L'idée, c'est assez simple, c'est qu'il faut apprendre pas seulement à faire, mais à défaire. Cette idée de déprojet, elle inspire énormément, pour vous dire en gros que c'est quand même l'origine de tout ce qu'on se dit aujourd'hui, donc autant lire, elle inspire énormément des gens comme Alexandre Monin, l'écologie de la fermeture aujourd'hui, avec cette idée qu'il faut apprendre à fermer les communs négatifs et pas seulement à créer, on va hériter tout un tas de ruines. Et là, la question essentielle, c'est comment défaire. C'est d'ailleurs ce qu'on fait dans son école avec des questions toutes bêtes comme comment on défait une station de ski, par exemple, comment on réaffecte les ressources à la fois matérielles, paysagères, humaines, économiques, etc. C'est pas des petites questions et c'est à peu près voilà ce qui est ouvert par le concept de déprojet. Je cite pas Mandini, mais la citation est très très belle. Il faut vraiment apprendre à soustraire plutôt qu'accumuler, à défaire plutôt qu'à faire. Et toute citation qui résonne étonnamment aujourd'hui. Donc origine des projets et origine d'un mot qui est fort à la mode chez les ingénieurs aujourd'hui, mais qui réinvente un peu l'eau chaude, qui est celui du low-tech. On parlait de technologie appropriée à l'époque, technologie conviviale comme chez Illich. Voilà, et eux ils parlent de... Bon, je vais peut-être pas commenter tout sinon je vais être trop long. Eux ils parlent de technologie simple. Donc entre low-tech et technologie simple, il y a plus qu'une idée, mais justement là où le débat est très intéressant, c'est que les technologies simples s'opposent à Technica Povera. Et le débat, parce que tout est débat en fait, oui je l'ai peut-être pas assez dit, Global Tous, personne n'est d'accord. Ils sont 40, il n'y en a pas un tout le monde est convaincu d'être le plus radical de tous. Mais fondamentalement, il n'y a pas d'homogénéité de la prise de position. Et c'est en ça que c'est très intéressant, parce que non seulement la pensée écologique bégaye, mais on retrouve les mêmes divisions aujourd'hui entre Sotas, qui est moins radical que UFO, par exemple. On retrouve un peu toutes les figures de l'éco-design aujourd'hui qui sont commentées différemment en mettant l'accent sur Raghi, Deganello, La Pietra. Chacun incarne une certaine forme d'éco-design. Je sais plus ce que je disais sur technologie pauvre et technique pauvre et technologie simple. Le débat essentiel qui se joue justement un peu entre La Pietra et Branzi essentiellement. La Pietra, c'est un vrai retour à la culture artisanale, la culture du savoir-faire, la pratique du fer, etc. Mais Branzi lui fait remarquer que si le low-tech ou les technologies simples sont un retour à l'artisanat dans un monde industriel, on est mal barré quand même. On va vraiment passer pour Et après la critique. Le retour aux Amish, tout ça, devient légitime. Donc toute la difficulté, c'est de penser une technologie simple
en contexte industriel. Et le low-tech, pour reprendre ce que tente de faire Gauthier Roussy et Clément Mathéus dans les low-tech, c'est ça. C'est comment penser le low-tech dans l'high-tech, comment penser le low-tech du numérique. Donc comment ne pas enfermer le low-tech dans une culture artisanale lorsque la réalité de notre monde est industrielle. Les bulletins sont sous mode de fragments. Il y a cette idée qu'on en arrête avec ce concept de maîtrise. C'est une idée essentielle à toute la pensée écologique, et évidemment qui vient d'autant plus importante quand on est en design. Donc la conception, comment penser. On va sortir un manuel qui s'appelle Conception orientée milieu, mais qui s'inspire pas mal des prémices qui est fait là. Mais comment passer le paradigme de la maîtrise au paradigme du soin dans la conception. Toutes ces questions-là sont en creux. Donc ici, dans les révoltes étudiantes, sont présentées là. Le contexte italien, qui est similaire au contexte français, mais pas identique. C'est avant tout une révolte étudiante inspirée, je le disais, par l'abolition du travail, c'est-à-dire cette idée qu'il faut casser l'emploi salarié pour libérer le travail, l'idée qu'on retrouve chez Soupio et tout un tas d'autres aujourd'hui, inspiré par Situationisme, grande influence d'Illich qui vient de publier Des Schooling Society, avec cette idée que l'école est contre-productive, comme tout ce qu'elle analyse, c'est-à-dire qu'elle produit l'inverse de ce pourquoi elle est faite, autrement dit, elle produit de la bêtise. Et donc, en gros, c'est fondamentalement des professeurs qui sont en pleine crise de la reproduction de leur modèle enseignant et leur modèle d'architecture qui n'assume plus. Et donc la recherche en design, de ce point de vue-là, c'est ce qui tente de libérer le design du salaire et de la profession auquel elle est destinée, avec son idéologie moderniste derrière. Là, j'analyse pourquoi, à mon sens, Global Tools a échoué. Enfin, il y a 1000 raisons, hein, hormis des raisons individuelles, des problèmes politiques de financement. Il y a essentiellement cette idée, c'est des Italiens qui parlent Global Tools. Fondamentalement, ils n'ont pas produit d'outils et puis ils n'ont pas été vraiment globaux à part dans leur intention. C'est que des bourgeois italiens mâles, tous de Florence. Donc il n'y a pas plus entre soi Global Tools, même s'ils ne sont pas d'accord, je vous l'ai dit, parce que la famille est rarement d'accord. Mais c'est une école qui s'est voulue un peu hors sol, c'est-à-dire qu'elle avait cette idée aussi, peut-être mal inspirée par Illich, avec le numérique pouvait naissant. Cette idée n'existe pas. Le web n'est pas né, c'est 90, mais Internet est né, c'est fin des années 60. Avec cette idée qu'on pourra trouver un catalogue universel, open source, il n'y a pas les mots, puisque ça n'existe pas, mais c'est une école sans lieu, en fait, qui s'adresse à tout le monde, aussi bien aux étudiants de San Francisco qu'aux étudiants de Florence. Et ça, c'est a priori sa principale erreur. Une école qui ne fait pas de territoire et qui ne s'inscrit pas sur un milieu et qui pourra difficilement devenir une école d'éco-design. Et ça, c'est ce que je tente de montrer, en fait. C'est qu'il y a deux concepts absolument opposés qui divisent la pensée écologique. Un, c'est le concept d'environnement, qui est un concept global, absolu, ce qui environne absolument, et extérieur, extrinsèque. L'environnement, comme son nom l'indique, c'est ce qui est extérieur. Là où le concept de milieu, que traduit beaucoup mieux l'ambiente italien, est un concept relatif et pas absolu. Et si vous voulez, pour changer d'environnement, il suffit que je modifie l'environnement. Pour changer de milieu, il faut que je me modifie soi-même. D'un côté, vous avez une version de l'éco-design qui va introduire au bilan carbone et tout le greenwashing contemporain. De l'autre, vous avez une version de ce que j'appelle le design du milieu, mais de l'éco-design qui est en gros pas juste un éco-design de l'objet, mais un éco-design du sujet ou des pratiques. Donc comment pas juste faire de l'éco-design de l'objet, mais des pratiques. Et eux, ils avaient compris ça avant tout le monde. Aujourd'hui, on a fait quand même 50 ans d'éco-design de l'objet, ou d'ACV pour ceux qui s'y connaissent un peu, réduction des flux de matière et d'énergie sur une matière, un livre, ce que vous voulez, pour s'apercevoir que c'était efficace si on ne remettait pas en cause les modes de consommation et de production eux-mêmes. Donc en gros, aujourd'hui, ce qu'on redécouvre, vous pouvez lire les derniers trucs d'éco-design, on redécouvre en 2020 ce qu'ils avaient déjà très très bien compris. Et en gros, il faut comprendre qu'il y a deux modèles qui s'opposent. Il y a la pensée écologique, je réinsiste, béguet. Tout ce que vous allez lire dedans,
Vous allez dire, mon Dieu, on ne va pas réinventer l'eau chaude. En fait, le do-it-yourself existait déjà. La maison autonome énergétiquement, Alexander Pipe, on est en architecture et survie. On est en 69 à Londres. La maison autonome énergétiquement à coup de high-tech existe déjà, est déjà proposée comme telle. Mais Global 2, c'est précisément ce qui vient s'opposer à ça, à ce modèle d'une autonomie de l'objet, ce qu'il ne faudrait pas dire autonomie, automatisme de l'architecture environnementale, on va dire. Et face à ça, eux, ils pensent à l'autonomie du sujet. Et l'autonomie du sujet, c'est le slogan propre de toute l'écologie, ce que j'appelle l'écologie des techniques. Ce qu'il faut bien comprendre, et les Italiens comme les Français, on se situe clairement du côté d'une écologie des techniques et pas de la nature. Contrairement aux Américains, qui ont tendance à prendre le dessus, à coloniser toutes les pensées. Il n'y a pas de wilderness en Europe. On n'a pas de nature sauvage. C'est tout paysage, il y a un paysan derrière. Il n'y a pas de pays sans paysage, pas de paysage sans paysan. Et donc c'est une écologie de la culture. Ce qu'ils défendent là, donc c'est bien la naissance de l'écologie, mais il n'y a ni concept de nature, ni concept d'environnement. Par contre, ils vont défendre la destruction des savoir-faire vernaculaires. De toutes les cultures locales qui sont petit à petit détruites par une industrie dont le principal mot d'ordre est de détruire la diversité, et à commencer par la diversité des pratiques et des techniques. Et donc c'est vers tous ces savoir-faire traditionnels, le paysan zéno sur lequel travaille beaucoup Super Studio, qui vont se tourner pour réapprendre à faire. Pour ce que aujourd'hui, ce que les makers de faire. Donc c'est clairement une écologie de la culture et pas de la nature. Et de ce point de vue-là, c'est ce que c'est raconté là. C'est la naissance donc du design et de la rencontre du design et de l'environnement. Le mot design arrive dans les années 70 aussi bien en Italie qu'en France. Avant, on ne parlait pas de design en France, on parlait d'esthétique industrielle ou de création industrielle, ce que vous voulez. On n'avait pas de design, et les mots design et environnement sont importés de manière globiche, aussi bien en Italie qu'en France. Et ça, il y a un bel article de Baudrillard en 72 qui montre que le concept de design et le concept d'environnement sont les deux faces d'une même médaille. Mais pour le critiquer, pour dire que ça vient dépolitiser un peu l'approche. Et donc tout ça, en gros, tous ces concepts face à la rencontre du design et de l'environnement, je présuppose un éco-design beaucoup plus tourné vers le milieu, c'est-à-dire vers la transformation de soi et pas juste des objets. Et tous ces débats-là sont posés dans le chapitre Radical Design, qui revient un peu sur toute cette rencontre plurielle et polysémique du design et de l'écologie, pour dire vite. Les concepts de GT, c'est là où je rentre plus directement dans le commentaire de leurs concepts. Là, chacun reprend les titres de leur groupe de travail qui sont commentés dans les bulletins. Discontinuité, c'est cette idée de sortir de la paradigme de la maîtrise, pour dire vite. C'est assez opaque, il faut bien le dire. Communication, corps et survie, mais comme on le voit, ce qui est important, la communication, là, c'est la communication qui ne passerait pas la communication directe, comment retrouver une certaine communication directe indépendamment des écrans, comme on dirait, de nos médias. Mais les deux concepts essentiels restent quand même, qui viennent nouer tout, le concept de corps, comment donc un design qui s'adresse au corps et pas juste aux objets, qui réapprend des pratiques, et comme on voit, la question de la survie, qui est quand même au cœur de leurs préoccupations. Plus que nous, alors même que la survie est plus menacée aujourd'hui qu'elle ne l'était hier. Voilà, donc ensuite pose les bases du déprojet, de la culture low-tech. La culture low-tech, pour pas une fois qu'on a compris que c'est pas une opposition unilatérale à l'industrie, le propre de la culture low-tech, et c'est ce qu'elle fait à l'époque, c'est qu'elle donne jamais une technique sans la culture technique associée. Si vous connaissez un peu la communauté, c'est qu'il n'y a pas de technique sans son tuto, en fait. Peu importe, donc il n'y a pas, on ne vend pas un objet sans sa pratique, on n'offre pas un objet sans sa pratique. De ce point de vue-là, Framasoft, qui fait logiciel libre,
peut participer à cette culture low-tech. Leur idée, c'est pas de vous donner des logiciels, combien même ils seraient gratuits. Leur idée, c'est à travers ces logiciels, que vous les réappropriez, que vous les comprenez, que vous ouvriez la boîte noire, Open the Black Box, qui est le slogan de l'éco-design depuis toujours, que vous les réappropriez pour que vous ayez une culture technique, vous ne soyez pas simplement consommateur d'un objet que vous n'avez ni les tenants ni les aboutissants, et surtout que vous en fassiez un usage orienté milieu, territorial. Et ça, c'est la naissance du design territorial. Le mot est chez La Pietra et on le retrouve aujourd'hui chez Gauthier Roussy, chez tous les penseurs de l'éco-design ou du low-tech, etc. C'est cette idée qu'il faut faire une technologie située, ce que moi j'appelle technologie du milieu, comparée à l'ingénierie environnementale, dont le critère le plus sûr est que vous allez pouvoir le reproduire à l'identique, indépendant dans chaque lieu. Là où la technologie du milieu ou la technologie des communs, si vous êtes familier avec la conception orientée commun, elle est singulière à chaque communauté, à chaque milieu. Elle est singulière à chaque communauté, à chaque milieu. Donc elle est plus efficace, mais moins facile, parce qu'il n'y a pas de one best way, il n'y a pas de méthode toute faite. Il faut à chaque fois qu'elle s'adresse à une nouvelle communauté, un nouveau territoire, reposer une méthode de conception. Donc ça, c'est développé là. Hein. Il ne suffit pas de faire du do-it-yourself, il faut comprendre l'importance du design territorial. C'est-à-dire il faut qu'un Fab Lab qui ne serait pas ouvert sur son milieu ne serait pas un Fab Lab. C'est à peu près ce que dit La Pietra avec de l'avance. Voilà, donc la conclusion, tant de résumer en mieux, puisque c'est à l'écrit ce que je viens de vous dire. Avec cette idée donc qu'on rencontre la radicalité, le moment où le design rencontre les exigences écologiques, hein, avec ce concept de déprojet. Et avec cette idée importante, peut-être outre le fait qu'elle n'ait pas su se situer, alors qu'ils venaient tous de Florence et que tout est situé, qu'ils n'ont pas su vraiment situer leur école, et donc faire un design territorial de leur propre école, alors même qu'elle s'inspire de Peter Beck, de toute la didactique des milieux, etc. Précisément parce qu'ils n'ont pas encore bien la distinction environnement-milieu ou environnement global et milieu commun. Et ça, on le voit très très nettement. Il y a deux imaginaires vous allez retrouver dans les bulletins, là, qui sont les deux premières photos. Le premier imaginaire, c'est l'imaginaire de la place publique, avec cette idée que le design soit sortir des lieux d'exposition consacrés pour être un design par et pour les habitants. Donc ça, c'est évidemment l'idée du design démocratique, design du milieu qui m'intéresse. Mais ils ont aussi un autre imaginaire qui est tout aussi prégnant et qu'on retrouve dans des projets de l'époque, parce qu'ils viennent du MoMA, viennent faire leur célèbre exposition italienne Loscape au MoMA. Et donc ils veulent se prouver, ils sont institutionnalisés, toute la bourgeoisie culturelle vient de les encenser, ils veulent se prouver qu'ils sont encore radicaux. Mais ils sont très très nourris et il y a tout un tas d'expositions qui sont à côté, c'est ce que j'ai essayé d'évoquer là, dont le Garden Vegetable House de 999, qui est en gros un jardin partagé, éco-conçu dans une discothèque pour se rapprocher de la nature et qu'ils appellent l'environnement naturel domestiqué. Et cet imaginaire de la discothèque est un imaginaire de design total, où on veut tout designer, pas seulement le solide, mais les fluides, les ambiances. Et en fait, c'est un imaginaire de l'environnement global, c'est ce que j'essaie de montrer, qui s'oppose complètement à l'autre imaginaire qui est celui de la place publique. Et à force de vouloir concilier les contraires, ils n'ont pas réussi à être une cohérence folle. Et la décohérence a été revendiquée par eux-mêmes. Et voilà, donc c'est une de mes... L'opposition environnement-milieu, elle n'est pas dans Global Tous, mais c'est ma lecture pour expliquer que cette confusion de deux approches de l'écologie a peut-être entraîné leur échec. Voilà, j'espère pas avoir été trop long. Je redis l'intérêt de lire ce livre, hein, encore une fois, c'est que vous allez y trouver excessivement d'écho à tout ce qui peut se dire de près ou de loin en écologie dans les écoles j'ai pour l'habitude de réunir tous les technologues dans les écoles d'art, écoles de design, écoles d'ingé aujourd'hui. Donc en gros, c'est un document d'histoire, mais d'un passé qui ne passe pas, et donc qui comme tel doit être lu pour éviter de bégayer à nouveau encore, et pour s'inspirer évidemment aussi de leurs concepts et de leur séminaire. Voilà, merci de votre attention.
Alors moi je m'appelle Diane Boivin, je suis graphiste. J'ai cofondé Stéréo Bureau avec ma collègue Sylvia Doré. Et on nous a confié donc la maquette, la conception de ce livre. Et je vais vous parler du rôle du graphiste dans... Ah oui, il marche mieux. Ok. En tant que facilitateur de réception d'un contenu complexe. Je ne sais pas si vous avez aussi... Bon, je pense qu'il y a beaucoup de choses à digérer dans ce mouvement. C'est un mouvement complexe, car il échappe à toute définition. Donc on ne peut même pas parler d'un mouvement, c'est un non-mouvement, ni d'une école, c'est une non-école. Et, on parle des projets et d'un groupe de 40 hommes une quarantaine d'hommes qui n'étaient pas tous d'accord. Donc on se retrouve avec, en tant que graphiste, à devoir, en premier temps, digérer un contenu complexe avec comme pour objectif de le rendre fluide et accessible à vous, le public. Alors, ce qu'on fait à ce moment-là, donc déjà, on érige nos hiérarchies de contenu avec ces différentes prises de parole. Donc, il y a la parole de Victor, la parole de Nathalie, la parole de Catherine Gell et la parole des Global Tools, de ces hommes qui avaient la trentaine, quarantaine des années 70 et plus de 90 ans en 2020. Une fois réinterrogé. Donc il y a deux temporalités. Donc on situe déjà. Donc il y a deux temporalités. Il y a l'action des années 70, le retour sur cette action dans les années 2020, pardon. Et puis on se dit voilà, on va devoir produire un objet. En l'occurrence, ce sont des gens. Vous allez voir, on va montrer quelques images qui ont produit très peu d'objets tangibles. Ils considéraient aussi dites-moi si je dis pas de bêtises, comme la pensée comme un objet de design, donc sa finalité était potentiellement théorique, purement théorique. Et donc on se retrouve à devoir être un peu celles qui vont devoir produire un objet, donc une réponse tangible. Alors on utilise dans ce cas, on a articulé sur trois réflexions. La première est sur la grille, donc l'architecture de mise en page. La deuxième est sur l'usage de la couleur en tant que code temporel. Et le troisième axe, c'est sur les codes typographiques et imagés. Alors, pour revenir sur la grille, donc là, vous avez la grille Global Tools. C'est la grille des bulletins. Ils sont deux. Ils introduisent et clôturent le livre. Et c'est une grille à points carrés. Si on s'arrête là-dessus, c'est important parce que pour eux, elle s'oppose, même si elle est exactement la même que les modernistes, hein, que Le Corbusier. C'est une grille qu'ils considèrent comme infinie. C'est pas une grille carcérale qui enferme, qui clôture et qui directive. C'est une grille qui est une sorte d'hyper, un web, quoi. On peut parler d'une sorte d'immense terrain des possibles. Et là, peut-être que je peux te demander c'est juste après. Et il se trouve que nous, en tant que graphistes, on nous apprend aussi à fonctionner comme ça. Donc, le pendant de Le Corbusier, auquel il s'opposait totalement, hein, donc, vraiment, il le considérait comme un petit peu, voilà, l'anti... comment tu pourrais dire antimoderniste. Le pendant en tant que graphiste, c'est Joseph Müller-Brockman, donc qui a écrit, c'est un peu la Bible un peu des graphistes quand on commence, c'est le Grid System qui a érigé la typographie internationale, la mise en page internationale, qui est utilisée absolument partout, dans toutes les mises en page que vous pouvez trouver, elles sont toutes érigées sur des systèmes de hiérarchie architecturés par cette grille qui dirige et qui structure comme un bâtiment chaque page. Oui, je veux bien. Pour vous montrer un petit peu plus. Donc voilà, on est vraiment sur voilà, bon, je vous montre un peu des systèmes de hiérarchie. Peut-être je peux juste passer juste après. Voilà, dont la corrélation avec l'architecture est très proche. Et on voit tout de suite, je ne sais pas si vous vous rappelez du schéma qu'a montré Nathalie en premier, la corrélation directe avec Le Corbusier,
qui faisait une forme d'extrudé de grille pour en ériger des objets de design. Alors nous, on a utilisé cette grille de points pour structurer tout le livre. Donc vous allez voir ces petits points qui vont apparaître. Oui, je veux bien. Hop, voilà, sur les mises en page. Donc elle symbolise la grille Global Tools. On en a fait un usage moderniste dans le sens où on a structuré typiquement quand on a un ferrage gauche et qu'on le ferre sur ferrage, donc on le justifie, comme on dit, sur des images. On est dans une dynamique moderniste, c'est-à-dire de normalisation et de corrélation de structure architecturale dans une même page. On a utilisé aussi des linéales qui sont aussi un paradigme moderniste. Ce sont des linéales, donc elles appartiennent à la typographie internationale, donc à ce paradigme-là. Linéal, pardon, c'est une grotesque, donc ce sont des typographies ici. Donc elles appartiennent en fait à l'anti-Global Tools. Et en regard, on a utilisé la Lisibonne, que vous allez retrouver dans les bulletins, et qui est cette typo très années 60, très psychédélique, qui va aussi de pair avec cette libération à la fois sexuelle, sociétale, de post-68 art, et qui, elle, représente la parole des années 70. Donc là, c'est la traduction des bulletins, traduction des auteurs, des designers des années 70. On peut voir une autre. Oui, attends, je vais juste revenir avant. Voilà. Auquel on a proposé un système de renvoi imagé. Pour chaque bulletin, on a extrait une petite illustration qu'on a volontairement un petit peu graissée, comme si elle se retrouvait un petit peu arrondie par analogie avec la Lisibonne. Et ça nous permet de faire des renvois visuels plus fluides, parce que c'est aussi un livre qui est une sorte de... qui fonctionne comme des hyperliens, donc il y a énormément de renvois. Et on utilise donc l'image pour nous aider, pour vous aider à la lecture. Alors ça, c'est les renvois pour les traductions des bouquins voilà. Qui n'avaient jamais été traduits. Oui. Oui. Pardon. Excusez-moi. Ça, c'est le renvoi pour les traductions des bulletins qui n'ont jamais été traduits. Après, il y a, elle l'expliquera tout à l'heure, le renvoi pour les traductions des entretiens. Oui. Et puis après, il y a les renvois traditionnels des textes de Victor qui sont en fin d'ouvrage avec les QR codes, comme il dit. Voilà. Donc il y a 4 systèmes de renvoi. Donc ça donne un livre assez complexe, mais on a utilisé la couleur, que je vous disais, comme aussi repère temporel, mais aussi repère tout simplement symbolique. C'est-à-dire que Global Tools, c'est un outil potentiellement, ce livre est un outil pour vous, les étudiants, les futurs professionnels, comme une pensée théorique à réactiver, potentiellement à réactiver. Et donc il y a cette tension entre un temps passé, donc un rouge de l'action, un rouge sang, un rouge de l'instant T du mouvement des années 70, et un rouge lit de vin, un rouge un peu passé, comme si le temps l'avait un petit peu éteint, qui est ce rouge un peu foncé, qui représente un temps passé. Et il y a cette tension, ces 2 couleurs, qui symbolisent le fait qu'à n'importe quel moment, dans tout le livre, on va voir, donc il est en 3 couleurs, noir, rouge et lit de vin. À n'importe quel moment, c'est un mouvement qui peut être réactivé par les chercheurs et par les étudiants et par les gens qui s'y intéressent. Oui, là, je ne vois pas la hiérarchie dont j'avais besoin, mais je voulais montrer quelques références. Ici, on voit un des seuls dispositifs qui a été donc vraiment une réponse tangible produite par les Global Tools. On voit en face donc les 2 plus connus, je pense, Mendini et Ettore Sottsass qui se font face. Donc ça, c'est un dispositif de rencontre. Peut-être, Nathalie, tu pourrais en dire un peu plus. C'est un dispositif de comment rencontrer... Oui, je vais en dire un peu plus. Vas-y. Non, mais
Ça, c'est le séminaire sur le corps. Bon, comme vous voyez, là vous avez vu c'est très illustré hein, et génialement illustré. Et il y a des archives de tout ce qui se dit, se fait par les acteurs à l'époque. Voilà. Ça, c'est un séminaire, parce qu'il y a des séminaires qui sont adjacents à Global Tous, et il y en a qui sont directement de Global Tous. Ça, c'est un séminaire directement de Global Tous, il n'y en a eu que 3. Et là, c'est sur l'usage du corps, et tous les dispositifs qui sont faits là, toutes les installations sont faits pour expérimenter les contraintes corporelles. Donc on retrouve la thématique de la limite, et que réapprendre le corps, c'est réapprendre ce que lui résiste, et derrière aussi la thématique de la survie. Là, l'installation est toute simple. Il y a deux chaussons, enfin deux moulages de chaussures, et elle invite donc à comprendre que chaque design est une disposition du corps qui donne à sentir la ville. Un autre projet emblématique de l'époque, mais qui est dans le même ordre, c'est le commutatore de Pietra. C'est-à-dire c'est juste une planche pour apprendre à voir la ville sous un angle oblique. Mais là, vous voyez, c'est à chaque fois, c'est qu'en contraignant le corps, on redessine son propre milieu. Voilà, donc c'est toujours associer le corps au milieu. C'est comme ça que j'ai compris. Juste puisque j'ai la parole. Non, mais quand j'ai dit que la pensée de gauche bégayait beaucoup, la pensée écologique, vous le verrez par vous-même. Il y a un point sur lequel on avançait, retourne un peu en arrière, Nathalie, quand même, qui étaient les deux images ici, hein, sur lequel, pour le coup, tout n'est pas que regret. Il y a du progrès encore avant. Ça, c'est merveilleux. Hein, tout ça, c'est les magazines de l'architecture radicale de l'époque. Là, c'était celui de la Pietra. Là, vous voyez design minimal. Là, c'est des vêtements. Mais on est déjà dans le design minimaliste, contre le consumérisme, rétablir l'unité du sujet de la production, du sujet de la consommation. Tous ces slogans qui sont aujourd'hui, enfin, qui devraient être aujourd'hui. Alors non, c'était sur les photos des membres proprement dit de Global Tous. Voilà. Là, c'est quand même, j'ouvre le livre là-dessus, hein, pour dire qu'il y a une chose quand même qui a avancé, c'est le féminisme. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Car en 70, les mecs, là, qui déclarent Global Tous, ils disent oui, on va révolutionner l'art mondial, la gauche, mais ils oublient les femmes. Que des mecs, sauf que ça, c'est le moment où ils déclarent, où ils se prennent en photo. Ça, c'est le moment où ils font Global Tous. Et comme vous voyez, quand on fait Global Tous, il y a les femmes et les enfants. Mais les femmes et les enfants sont invisibilisés dans les bulletins. Il y a même une femme qui est associée à un chien. Donc s'il y a bien quelque chose sur lequel, là, pour le coup, on ne se reconnaît pas 50 ans après dans cette radicalité-là, c'est qu'il leur manquait clairement le féminisme. Voilà, donc ça, je pointe. Hein. Parce que quand même, ça saute aux yeux, quoi. Et enfin, pour nous, ça nous saute aux yeux. À leur époque, ils ne le voyaient même pas. Hein. Pour te dire qu'on a quand même fait un progrès là-dessus, et c'est tant mieux. Voilà, parenthèse fermée. Qu'est-ce que je voulais ajouter ? C'est le dernier ? Oui. Oui, je voulais faire un dernier slide sur une des seuls objets, enfin un des seuls dispositifs créés un instant T. Et pour vous parler, qu'est-ce que je voulais vous évoquer encore ? Donc c'est un objet, voilà, qu'on a produit sur un an, dont on a voulu donner une forme non finie, volontairement non finie, avec une reliure à dos apparent, et puis des petits angles ronds qui permettent d'être utilisés sans trop de dommages à répétition en termes d'usure. Et qu'est-ce que je crois que j'avais oublié un petit point. Je voulais parler de la couverture qui est donc une petite dorure à chaud. On s'est permis, qu'est-ce que je pourrais vous dire ? C'est une couverture qui appelle au toucher, donc on voulait vraiment ramener aussi l'aspect manuel qui est au centre de la problématique, et puis ces mains qui forment, qui composent les hauts
Elles sont extraites de leurs illustrations, donc, qui se mêlent comme ça aux typographies et qui forment un bruit visuel et qui introduisent aussi ce bruit qu'il y a à l'intérieur avec ces typographies et ces graisses différentes. Mais on voulait vraiment traduire aussi ce brouhaha. Pas brouhaha, pardon, peut-être pas brouhaha, mais en tout cas le bruit et la dissonance qu'il pouvait y avoir entre leurs différents points de vue, tout en aboutissant à un livre qui est lisible, recevable, d'un point de vue d'une lecture souple. Donc voilà, l'idée était de se conformer à la grille, la distordre à certains endroits, et donner de la vocalité, enfin quelque chose de très vocal à différentes prises de parole. Voilà. Si quelqu'un a une question, vous me le dites et je vous fais passer le micro. Ou remarques. Oui, pas forcément une question d'ailleurs. À moins que vous vous sentiez complètement enfoui sous la tonne d'informations que vous venez de recevoir. N'hésitez pas. Oui. Ouais, c'est une question plus pour Victor. Là, quand tu dis le minimalisme au niveau du temps de production, le temps du travail, au vu des costumes là qui Justine montrait, il n'y a pas du tout d'aspect sur le minimalisme, c'est-à-dire la réduction du matériau, ou il y en avait quand même? Nathalie. En fait, quelque part, il s'oppose au less is more, qui est le slogan du design. Mais ils ne disent pas qu'il faut faire avec beaucoup de matériaux et il faut faire avec beaucoup de sens. Donc, une des choses, puisqu'ils parlent de techniques simples, ils savent aussi que les personnes ne vont pas se mettre à refaire des objets type Louis XV, quoi. D'accord ? Donc la question, c'est effectivement de faire attention sur le matériau, mais aussi de donner du sens. C'est pour ça qu'en Italie, la question du stylème et de l'ornementation, elle est centrale. Après, la réponse de Victor. Oui, ils ont une culture de matériaux. Après, la plupart c'est une école. On en trouve les archives, les projets. Donc, le but premier était de dispenser des cours où la distinction enseignant-enseigné n'est pas possible dans l'esprit 68 de base, quoi. Atelier, quoi. Et les ateliers proposés sont ateliers bois, ateliers céramique, réappropriation des savoir-faire traditionnels. Donc il y a la culture du matériau, oui. Si, de ce que je comprends de ta question, on n'est pas encore, c'est la naissance du concept de la rencontre du design et de l'environnement, on n'est pas encore dans l'environnementalisme aujourd'hui. Donc la culture de ACV, analyse de cycle de vie, ou essayer de savoir, décarbonation du cycle de production, tout ça, pas du tout. À aucun moment il est question on va utiliser le bois plutôt que la céramique pour une raison environnementale. Mais la raison écologique systématique dans le design minimal, c'est toujours rétablir l'unité du sujet de la production et de la consommation. Donc eux, ce qu'ils constatent, c'est que, comme nous tous aujourd'hui, qu'ils ne consomment plus rien de ce qu'ils produisent plus rien de ce qu'ils consomment, que de toute façon, en tant que professionnels, ils vont produire des choses qu'ils ne vont pas habiter, et puis ils vont habiter des choses qu'ils ne vont pas produire, et que donc dissociation complète du sujet de la production, du sujet de la... Donc ça, c'est et l'autonomie d'Illich, c'est retrouver l'unité, puis après il y aura Gorz en France, etc. etc. Et voilà, donc là, tous les projets se comprennent de ce point de vue-là. Ce que j'appelle l'écologie des pratiques, plutôt que l'écologie de l'éco-conception de l'objet qui est très à la mode aujourd'hui. Quand au supermarché avec le label A environnemental, eux, c'est pas du tout. Et ça me semble beaucoup plus efficace, évidemment, que tout ce qu'on fait en conception environnementale aujourd'hui. Voilà. Et plus radical, donc plus efficace. Est-ce que quelqu'un veut répondre quelque chose à ce qui a été énoncé, la question de Nikita, ou ce qui a été répondu par Victor ou par Nathalie? Vous avez peut-être d'autres idées ou d'autres questions?
Je reprécise que c'est pas que sur Global Tous, hein, on part des bulletins, mais pour illustrer les bulletins, on part de tout ce qui se dit et se fait autour du design et de la radicalité en Italie à l'époque. Donc on fait plein de références à d'autres projets, d'autres expos, le MoMA évidemment, etc., etc. Voilà. Donc c'est un livre sur Global Tous et c'est un livre sur la rencontre polysémique du design et de l'écologie. Bonjour. Alors, est-ce qu'à l'heure actuelle, il existe quelque chose de similaire où il y a des gens qui se réunissent pour réfléchir un peu de la même manière, ou comment ça se passe au temps présent maintenant C'est ce que j'ai tenté de faire là, en faisant référence à ces deux bouquins. Le côté du déprojet, c'est tout ce qu'on appelle l'écologie du démantèlement ou de la fermeture. Bon, il y a différentes variantes. Si vous voulez, les questions fondamentales de quelle place pour le sabotage en écologie VS à faire des bassines. La question, c'est comment on ferme plutôt que apprendre à fermer plutôt qu'à faire. Donc des échos de l'idée de déprojet, il y en a énormément dans la pensée écologique. J'en mentionnais un parce qu'il citait Mandini lui-même au départ de son école de redirection ou de fermeture ou des projets, mais c'est pour ça que j'ai appelé ça low-tech, toute la culture low-tech à la mode chez les ingés, mais fondamentalement c'est un nouveau mot pour une idée bien ancienne, parce que ça dit pas beaucoup plus que les technologies conviviales d'Illich. Toute la culture low-tech en a inspiré. Et du côté de l'éco-design, ce que j'ai dit, on a mis 50 ans à s'apercevoir que Global Tous avait raison en fait. On a fait énormément, moi je suis en école d'ingé, donc à 3 c'est l'UTT, c'est les UT, des modèles d'ingénieurs, supposés d'ingénieurs humanistes. Mais bon, j'ai des ingés, j'ai toujours beaucoup fréquenté les ingés. L'éco-design, j'ai des traits éco-conception de l'objet, avec des objets, avec des matériaux plus respectueux de l'environnement, des cycles, voilà. Donc tout ça, on en a montré l'inanité, c'est-à-dire que si tu réformes pas les modes de production et de consommation, l'effet rebond va toujours faire que l'éco-design de l'objet va n'avoir aucun impact global, aucun. Donc on fait de plus en voilà. Donc aujourd'hui, dans les articles qui sont mentionnés là, on s'aperçoit que si on refait l'histoire de l'éco-design depuis 50 ans, on est passé d'un éco-design de l'objet, où on essayait de faire des objets moins consommateurs d'énergie, etc., à un éco-design non seulement des pratiques, mais très axé sur la communauté. Ce que j'appelais les communs tout à l'heure, ou design territorial. Donc des échos à Global Tous, je te dirais, pardon, je vous dirais, excusez-moi, il y en a énormément. Il y en a énormément. Moi, je tire vers ce qui m'intéresse, qui me semble, parce que je suis avant tout philosophe de l'écologie, ce qui me semble ne pas être du greenwashing environnementaliste, mais par ailleurs on trouve de tout dans Global Tous, voilà. Mais ces idées essentielles qui font le titre du livre ont aujourd'hui des résonances tout à fait importantes dans le champ de l'écologie, voilà. Et les low-tech sont c'est pas tant une définition claire, personne n'a une définition claire, mais c'est c'est un grand mouvement qui va reprendre tous les consensus, penser par les besoins, rétablir l'unité des sujets de la production, des machines ouvertes, accessibles, etc. Tout ce qu'on retrouve au mot près dans la technologie simple. Et l'idée, c'est bien, je dis pas de technique pauvre à technologie simple. Le mot technologie est important, hein. C'est-à-dire que c'est le mariage de techné et logos. On ne fait pas juste une technique, on te donne le logos, le savoir-faire de cette technique qui va précisément te permettre de ne pas juste être un consommateur de smartphones auquel on ne capte plus rien. Voilà. Voilà. Donc rétablir, c'est le slogan permanent, et de ce point de vue-là, on n'a pas beaucoup avancé. La pensée écologique bégait terriblement. Et là, c'est l'enseignant qui parle, réinventer l'eau chaude chaque année. Le mec te sort des trucs qui ont été faits en 69, 25 fois. Tu fais, waouh, un peu d'histoire vous aiderait quand même. Voilà, en fait, de l'histoire, ça sera ma punchline aux étudiants. En fait, de l'histoire, arrêtez la prospective. Voilà. Ben oui, non, je les ai montrés. C'est le low-tech, là, c'est donc c'est Gauthier Roussy, qui est low-tech numérique. Vous pouvez lire tous ses blogs en ligne. C'est un très très bon. Et là, qui écrit avec Quentin Mathéou sur Low-Tech Lab, sur le low-tech. Clairement, entre le low-tech et
vous verrez les résonances. Et politiser le renoncement, c'est ce que l'écologie du déprojet ou de la fermeture. Comment apprendre à défaire et pas juste à faire. Et défaire, ça c'est bon. Qu'est-ce qu'il faut défaire? Toutes les infrastructures dont on hérite et qui ne fonctionnent plus. Le propre d'une technique, c'est qu'elle vit au-delà de sa fonction. Et quand c'est une infrastructure industrielle, cette vie est précisément ce qu'il faut prendre en charge, ce dont il faut prendre soin. Voilà. Mais eux, bon, voilà, l'idée première, elle est du déprojet, de défaire, elle est dans Mendili. Ce qui me semble une idée intéressante vraiment à adopter en école d'art, mais qui, avec la pensée écologique, le plus dur de la pensée écologique, c'est comment penser, ce qu'elle a son béaba, comment penser un progrès qui ne soit pas l'ordre de la croissance, ou si vous voulez, d'une flèche qui monte vers le haut, ou d'une accumulation. Alors c'est facile à dire, hein, mais on peut dire, ok, même c'est quoi le progrès de l'écologie? Qu'il y ait de plus en plus d'écolos, donc une flèche qui monte vers le haut. On a vraiment du mal, c'est ce que tente de faire Kate Raworth avec son donut, ce que tente de faire tout penseur de l'écologie en fait, à essayer de penser le progrès, ou le mieux, autrement que comme une flèche qui monte. Une accumulation, ou une quantité qui grossit, et cette idée essentielle, elle est pointée par cette éco-conception de la soustraction. Comment repenser un mieux qui ne soit pas un plus. Voilà. On est passé du less is more à moins mais mieux. Voilà. Et donc des échos, il n'y a que ça en fait. Ils posent les bases de tous nos conflits aujourd'hui et tout notre bégaiement. On n'a pas vraiment beaucoup avancé depuis Global Tous en termes de... Et ce qu'on a avancé, c'est pour finalement le retrouver et se dire, oui, si on fait de l'ingénierie environnementale sans faire... repenser la place du design et repenser les modes de production et de consommation, ça n'aura aucun impact. La preuve, en 50 ans, il n'y a eu aucun impact, si ce n'est grossir les impacts environnementaux délétères. Voilà. Donc beaucoup de résonances. Mais elles sont mentionnées, hein. Je ne vais pas vous inonder de noms propres. Le travail, là, pour le coup, de note de bas de page. Et tout ça est devenu digeste grâce aux graphistes. Victor, donc si les designers ne font pas le taf, si en effet ils sont frappés d'amnésie, à quel endroit en fait il existe, dans quel milieu il existe encore des designers, ou alors des non-designers, enfin des personnes qui seraient en capacité de poser ces questions-là aujourd'hui? Alors moi ça me fait penser aux ZAD en fait, depuis tout à l'heure je t'entends, mais... Je ne connais pas. Les ZAD, ça me fait penser aux ZAD. Ah, aux ZAD, j'ai compris les ZAD. Oui, je veux dire... Mais c'est un des propos essentiels. Après, moi, je peux te citer qu'est-ce qui pourrait me faire penser à ça aujourd'hui. Moi, j'ai tendance à mettre le design du milieu, associer deux associations qui n'ont rien à voir. Frabassoft, dont j'ai déjà dit qu'ils travaillent pour... Frabassoft, c'est ceux qui veulent dégoogliser Internet. C'est 4 ingénieurs qui font du bénévolat le soir et qui nous offrent le meilleur, qui font de la vraie innovation par les communs. Et l'atelier paysan. Qui me semble, voilà, des échos possibles. Il y en a énormément plus qui me semble important de dire, parce que c'était quand même leur propos. C'est que ta question, c'était où sont les designers? Je dirais, où se fait le design? Et le design est fait aujourd'hui par des non-professionnels. Là, je t'ai cité, des Frabassoft qui n'ont rien à voir avec la... Pourtant, pour moi, ils ont une culture design, mais ils viennent de l'ingé, et des autres qui sont des agriculteurs et qui arrivent avec une culture design. Mais c'est bien là où se fait cette culture design aujourd'hui. Et les designers accompagnent plutôt qu'ils initient, dans les deux exemples cités. Mais parfois, c'est aussi initié par les designers, mais justement, il y a moins cette séparation qui était pointée de l'époque entre le professionnel devient tuteur plutôt qu'expert, quoi. Moi, je pense que la ZAD est un endroit qui peut être intéressant à regarder. Mais ça ne peut pas devenir un modèle de société parce que la société ne va pas suivre, en fait. Personnellement, je pense que les gens ont peur des ZAD. Hein. Donc la question qui se pose... Non, mais la question qui se pose... Parce qu'ils n'y sont pas allés. Mais oui, mais quand on ne connaît pas, on a peur. C'est le propre, en fait. Donc la question qui se pose, c'est comment faire, en fait, pour que les gens s'approprient les choses. Et effectivement, un des points centraux de Global Tools, c'est de passer du projet comme manière unitaire au fragment.
Et le fragment, c'est pas du tout quelque chose qui est abordé encore de manière structurée. C'est-à-dire fragmenter le projet et comprendre comment on peut se rapproprier des éléments. Et chacun à sa mesure, à ses techniques, à son lieu, etc., me semblerait une bonne approche. Ouais, pour faire écho, parce que la ZAD, les concepts, ils utilisent pas mal le concept d'archipel en ce moment. Justement, cette idée, comment on fait groupe, tout en admettant cette idée qu'aucune ZAD n'est reproductible. Il n'y a pas de méthode. Et donc chacune est très spécifique au milieu ou au commun qu'elle défend, mais tout en essayant évidemment de faire réseau. Et l'atelier Spédition se pose le même problème. Il ne s'agit pas de reproduire le modèle à l'identique avec un mode d'emploi tout fait de ce que serait une machine éco-conçue. Au contraire, on part des besoins et chaque besoin est singulier, chaque territoire a ses ressources propres, donc on ne peut pas reproduire. Mais le concept d'archipel est très, moi, me semble faire écho au concept de fragment. Enfin, cette idée qu'on ne va pas avoir de projet qui unifie. Il n'y a plus du... Et c'est ce qu'ils appellent le discontinu. Ils sont vraiment... est-ce qu'ils appellent la décohérence? Mais ils en peuvent plus du projet unifié, cohérent. Voilà. Et donc l'archipel fait écho au fragment aujourd'hui et directement issu des ZAD, quoi. Mais les ZAD, encore une fois, c'est... moi, je connais que NDLL. Enfin, j'y suis allé deux fois. Donc il y a quand même beaucoup d'archis dans les pionniers. Et on retrouve toujours cette même ambivalence de la figure de Buckminster Fuller, qui est pour moi l'ennemi à battre en tant que One Best Way, ingénierie, science design, ingénierie, croissance verte, père de la vaisseau spatial Terre, père de l'esclave énergétique, père de toutes les métaphores dont il faut se débarrasser, mais qui est cité par Global Tools en même temps qu'Illich. Eux, ils ne voient pas la différence. Avec 50 ans de recul, on la voit. Mais Buckminster Fuller, on va retrouver ces dômes géodésiques dans les ZAD. Et ça, c'est toujours ce paradoxe. Alors, ça m'avait valu des discussions. C'est arrêter, oui, mais détacher le dôme de Buckminster parce que c'est pas une figure à mettre dans les ZAD. Voilà. Mais donc voilà, il y a des continuités évidentes parce que le dôme géodésique est évoqué. Enfin, toutes ces questions-là, c'est à la fin des années 60, Bucky. Merci pour vos questions. Bon, si personne n'a d'autres remarques, on va s'arrêter là, libérer la place et remercier la librairie Ombre Blanche pour l'accueil qui nous a été fait et pour l'espace qui est extrêmement agréable à occuper. Bonne soirée et à bientôt. Au revoir. Vous venez d'entendre une rencontre enregistrée le 16 mai 2023 autour de la publication de Global Tools, ouvrage édité par Nathalie Bruyère, enseignante à l'Institut supérieur des arts et du design de Toulouse, en présence également de Victor Petit et de Diane Boivin et Sylvia Thor du studio Stéréo Bureau. Réalisation et mise en onde Radio avec Radio Plus et Radio Terre.